Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Zoom sur le 1er août 2019. Cela fait aujourd'hui 1 an et 2 jours. 1 an, c'est évidemment trop court pour autoriser un bilan d'engagement et de programme qui sont censés se déployer sur 5 ans. Mais 1 an peut être suffisant pour informer sur la réalité d'une démarche, au moins des signes perceptibles et prometteurs, ou pour constater que des jalons significatifs ont été ou non posés. Le thème général de Zoom de ce lundi 3 août est l'an 1 de la présidence Mohamed Ould Ghazouani. Ce que nous pouvons proposer, c'est de circonscrire le débat de ce soir au volet politique du programme du président, de rappeler les intentions déclarées du chef de l'État, d'examiner les événements récents afin de voir si on peut lire des signes réels ou des tendances allant dans le sens d'un changement positif. Pour nous aider dans cette réflexion, nous recevons ce soir comme invité sur ce plateau M. Arioun Isse, qui est membre du bureau exécutif de l'Union pour la République, chargé de la communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je reçois également pour vous le professeur Logourma Abdoul, qui est premier vice-président de l'Union des forces du progrès. Il est également avocat, soit dit au passage. Et je reçois enfin M. Selmou Salehi, journaliste en confrère. Avant de rentrer dans le vif du débat, nous allons suivre ce reportage de ma consoeur Rabia Adeid. Le 22 juin 2019, M. Mohamed Ould Ghazouani était élu dès le premier tour président de la République islamique de Mauritanie avec 52% des voix. Son investiture le 1er août consacre la première alternance démocratique entre deux chefs d'État élus dans l'histoire du pays. Dans son programme électoral Mes engagements, le président de la République avait annoncé son intention de rechercher un climat politique apaisé qui guidera constamment son action sur les questions d'intérêt national. Le président de la République, dès son arrivée au pouvoir, a travaillé pour que le pouvoir et l'opposition jouent pleinement leur rôle dans la consolidation de la démocratie. Et en réaffirmant sa volonté d'instaurer un climat de confiance en s'ouvrant à tous et en consultant tous les partis politiques de différentes orientations. Les entretiens réguliers entre le gouvernement et les principaux leaders de l'opposition en sont l'exemple vivant. Le président de la République avait hérité d'une situation politique tendue qui a nécessité une ouverture pour l'apaiser. La crise de la Covid-19 a également créé un rapprochement entre tous les acteurs politiques du pays qui ont travaillé pour faire face à la pandémie. Autre fait marquant, la classe politique est conviée sous l'ère Ghazouani à l'ensemble des activités publiques et une ouverture des médias publics qui était totalement fermée à l'opposition a été constatée. Nous allons donc commencer ce débat proprement dit par la question que je vais poser à M. Arine. Que vous inspire, quel résumé faites-vous de manière très brève, parce que vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, de l'an 1 du président Ghazouani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Je vous remercie de nous avoir invités ce soir. Pour moi personnellement, avant de procéder à une évaluation de cette première année, je pense qu'il est important de revenir sur un aspect historique qui nécessite d'être mentionné pendant cette émission. En Mauritanie, avant qu'on soit un pays indépendant, nous étions des communautés qui vivaient ensemble et qui se côtoyaient et qui avaient des valeurs, qui avaient une référence culturelle, morale et qui se respectaient. Et je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, il est important de valoriser ce patrimoine culturel, moral, ce référentiel pour nos sociétés. Et tant qu'on n'a pas su l'exploiter et le valoriser, on ne pourra pas voir le bout du tunnel. Son Excellence le Président de la République, je pense que le destin a fait que plusieurs facteurs se sont conjugués pour qu'il soit l'homme indiqué, non seulement pour porter cette dimension, mais la traduire dans des actions concrètes qui sont aujourd'hui un cheminement républicain
qui peut représenter pour le futur des bases pour les rapports entre l'opposition et la majorité en Mauritanie. Je trouve que déjà il y a des indicateurs très forts qui prouvent que le président de la République a amorcé, non seulement il a amorcé, mais il a réalisé des actions importantes parmi les actions qui ont été prévues dans son programme électoral. Rapprochement opposition-majorité, professeur Gourmand. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Rapprochement, décrispation d'abord. Décrispation. Je crois que c'est pour moi l'élément qui est le plus significatif pour l'instant de cette année qui vient de s'écouler. Décrispation parce que précisément pendant ces 12 années passées, pour le moins qu'on puisse dire, ce qui était le plus remarquable pour celui qui jetait un coup d'œil, même rapide, sur la scène politique dans notre pays, c'était d'abord, je ne dis pas une scène de guerre, ce serait exagéré de le dire, mais une scène dans laquelle les acteurs sont en confrontation permanente. Confrontation permanente, c'était ça, la principale caractéristique de la situation de ces 12 dernières années. Et donc l'effet de contraste est évident entre ces 12 années passées et cette période très courte qui s'est écoulée entre août 2019 et août 2020. Ça, c'est l'élément qui ressort le plus évidemment pour l'observateur. Maintenant, il y a l'autre élément également qui aussi est à constater, c'est que nous sommes à la fois dans une période de décrispation, mais également une sorte de flou. Une période où les choses encore ne sont pas évidentes, sont comme en pointillé. Bon, on reviendra là-dessus. C'est cette ambiguïté, disons, voire une ambivalence, qui est, à mon avis, l'élément caractéristique. D'une part, il y a une respiration démocratique, il y a une respiration de la scène politique. On se voit, on se regarde, on se parle, non pas comme des ennemis, mais comme éventuellement des rivaux, sans acrimonie, sans insultes, sans haine, disons, dans l'expression. Donc de ce point de vue-là, je pense que la différence de ton est évidente. On a changé de ton, de part et d'autre. Mais en même temps, c'est dans le ton. On essaye de voir, et chacun essaie de voir, et d'ailleurs j'ai vu que pour le reportage, celle qui a présenté l'élément a dit chercher à avoir les signes, lire ou comment lire, etc. Ce qui veut dire donc qu'il y a encore un décodage à faire pour comprendre réellement où nous en sommes. Donc voilà un peu, au premier regard, ce qui semble aujourd'hui s'imposer. On va voir le regard de Selmou. Moi, je la placerai volontiers sous le signe, cette première année du mandat du président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, je la place sous le signe d'une année de la force tranquille, voilà, et d'une nette rupture avec les procédés que nous connaissions par le passé. Moi, je pense que les adeptes du sensationnel, les adeptes dans certains populismes tapageurs, évidemment, n'apprécieront pas. Je dis force tranquille, ce n'est pas des fleurs que je jette, parce que dès l'investiture, ce gouvernement, le gouvernement du président de la République, a été en face de multiples défis. D'abord les intempéries de Sidi Babi, vous vous en rappelez tous, c'est un peu partout. Il y avait partout des catastrophes naturelles. Il a fallu même faire un hôpital de campagne à Kaïdi, plutôt à Alep. Et puis par la suite, il y avait une mini-crise politique sur la référence du parti présidentiel, qui a été aussi gérée avec une certaine force tranquille. Et puis juste après, il y a eu évidemment le défi de la pandémie du Covid, depuis pratiquement la mi-février. Donc face à tous ces défis-là, une certaine force s'est révélée. Et elle a eu des résultats qui peuvent être jugés positifs, à la fois au niveau de la prise en main de l'appareil, à la fois au niveau de la crise, de la mini-crise qui a secoué le comité de gestion du parti l'UPR, et aussi
au niveau de la gestion de la pandémie du Covid-19. Vous savez, c'est vrai, on regrette d'avoir pratiquement 160 morts, on regrette d'avoir 6 000 cas, mais je pense que la gestion de la pandémie, tant sur le plan sanitaire que dans les autres dimensions, a été unanimement saluée. Donc moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense que c'était une année qui a révélé une force tranquille, qui n'est pas comme les forces que nous connaissions, les forces tapageuses, tout ça, tape à l'œil. Monsieur Issa, le gouvernement a parlé tout de suite, professeur Gourmand a parlé tout de suite dans le flou. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un flou? Je ne partage pas, avec tout le respect que j'ai pour notre professeur, je ne partage pas ce point de vue. Et je pense que si nous essayons d'analyser la conduite de son Excellence le Président de la République, on peut bien trouver le cheminement logique de son comportement et de sa gestion de ses rapports avec l'opposition. Monsieur Lo a bien souligné que nous venons de très loin. Nous venons d'une situation où on était sur le point d'être en confrontation si on n'est pas en confrontation. Donc il y a besoin, il y a nécessité de construire la confiance. La confiance ne vient pas du jour au lendemain. Il y a lieu de cheminer ensemble, de trouver des cadres de concertation, des cadres de rencontre, des cadres qui nous permettent de nous rapprocher pour pouvoir bâtir une confiance qui servira de base pour tout travail que nous allons faire ensemble. M. Salihi a souligné certains aspects que je n'ai pas soulignés au tout début parce que vous avez demandé à ce qu'on soit assez bref. Cette année est une année très spéciale dans la vie de notre pays comme au niveau mondial d'une façon générale. Nous avons été frappés par une pandémie qui a pratiquement paralysé le pays. Nous avons connu d'autres problèmes également structurels. Mais si nous voyons le comportement du président de la République dès le premier jour, le 28 novembre, des figures emblématiques de l'opposition ont été conviées. Le festival des villes anciennes, ils ont été conviés. Ils ont été tous reçus en an. Ils ont été écoutés avec tous les égards qu'ils méritent. Un cadre de concertation pour gérer la crise de la pandémie Covid-19 a été mis sur pied, qui regroupe l'ensemble des partis, majorité et opposition représentées au sein du Parlement. Certes, il y aura toujours des divergences entre l'opposition et la majorité parce que chacun porte un projet sociétal. Mais nous avons à l'esprit quand même que le projet sociétal est pour la Mauritanie. Nous voulons bâtir une Mauritanie nouvelle où tous les Mauritaniens jouissent d'une vie confortable, qui sont sur les mêmes pieds d'égalité. Et moi, non seulement je trouve que le projet du président de la République est important sur le plan politique, mais sur le plan éducatif. Si nous analysons notre système éducatif, nous voyons aujourd'hui qu'il produit des générations qui ne peuvent pas communiquer entre elles. C'est extrêmement grave pour une nation parce qu'on force dès le départ l'égalité des chances qui doit être assurée par un État pour tous ses citoyens. Le président de la République a fait de l'éducation un chantier où tous les Mauritaniens pourront étudier dans les mêmes conditions à partir de la première année scolaire et ça sera mis en œuvre dès la rentrée scolaire prochaine. Et ce n'est pas moins important que les chantiers politiques. Certes, les chantiers politiques sont extrêmement importants. Et j'ai dit que le président de la République a tous les éléments nécessaires pour pouvoir porter, mais également pour traduire cette dimension à travers des actions, et on les a vues. Peut-être que nos amis de l'opposition sont pressés pour qu'ils trouvent quelque chose de concret, mais moi je trouve que le cheminement est logique, la conjoncture obligeait une conduite donnée, un comportement donné, la confiance se construit, et les jours futurs nous édifieront certainement sur la volonté du président. Et aucune contrainte n'était posée au président de la République pour pouvoir, pour être obligé de dialoguer avec l'opposition. Il l'a fait de sa propre volonté. Il n'a pas un problème de légitimité, il n'a pas un problème par ailleurs, mais c'est une conviction et ça fait partie de son programme électoral. Professeur Gourmand, vous avez tout de suite dit dans votre intervention, vous avez dit qu'il n'y a plus cet affrontement entre l'opposition
de la majorité. N'est-il pas normal qu'il y ait des affrontements entre des acteurs politiques? Entendons-nous bien. Vous semblez vous réjouir du fait qu'il n'y a plus d'affrontement. Entendons-nous bien. La notion d'affrontement, c'est une notion qui peut avoir beaucoup de sens, mais le sens dans lequel je le prenais moi, c'est le sens d'une confrontation de type chaotique. Voilà. Et c'est dangereux, parce qu'en réalité, nous savons la fragilité extrême de ce pays-là. Pas seulement du nôtre, des pays africains en général, mais du nôtre en particulier. Nous savons dans quel espace sous-régional nous nous trouvons, avec les conflits que vous connaissez. Tout cela dans un contexte interne, lui-même grévé de grosses contradictions, de divers types. Mon ami avait évoqué tout à l'heure les questions de la coexistence entre nos communautés, des valeurs qu'il faut remettre sur la sellette, enfin qu'il faut remettre en œuvre, etc. Tout ça parce que précisément ce sont des choses qui sont importantes, qu'il faut recadrer dans notre existence. Donc tout ça fait qu'un type de confrontation peut déboucher sur n'importe quoi. Regardez le cas du Mali. Regardons même nous, notre propre cas. Bon. Alors, c'est de ça dont je parlais. Il y a des confrontations positives, normales, dans le jeu démocratique, une opposition au pouvoir. On est dur dans son expression, on est dur dans ses exigences, parce qu'on est une force alternative, dans un sens ou dans un autre. La majorité d'aujourd'hui pourra être celle de l'opposition de demain, et vice-versa. Les uns et les autres ont donc intérêt à ce que le jeu soit clair, net et très bien défini. Bon. Donc, dans ce sens-là, une confrontation est républicaine. Par contre, lorsque c'est une confrontation haineuse, sans règles, ou sans quartier, comme disent les Alpulaars, on se bagarre dans le noir, où chacun tape avec tout ce qu'il a sur la main, c'est pas bien, c'est pas constructif et ça ne débouche sur rien. C'est de ça dont je parlais. Il ne s'agit absolument pas pour moi, d'ailleurs ce serait invraisemblable, vous ne me croirez pas, de dire que du jour au lendemain, le vieil opposant, maintenant presque au bord de la mort politique que je suis, va du jour au lendemain renoncer à ce qu'il a été pendant je ne sais combien d'années. Ce n'est pas ça. Je suis de l'opposition, nous restons de l'opposition, mais nous voulons trouver avec le pouvoir les conditions d'une opposition raisonnable, respectable, qui ait la chance également d'accéder au pouvoir dans des conditions normales, qu'on ne nous concède pas, qu'on ne nous fasse pas des cadeaux en nous prenant quand on voudra qu'on vienne au pouvoir ou pas. Non. Qu'on ait des règles du jeu objectives dans lesquelles chacun jouera avec un arbitre qui est le peuple qui décidera et de la volonté duquel chacun va devoir respecter. C'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas? C'est ça notre républicanisme que nous voudrions. Maintenant, ce que je voudrais ici dire, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, pour que les choses soient claires. Moi, ce que j'ai dit, quand je parlais de pointillés, c'est que d'abord, premièrement, et je le reconnais humblement, il y a clairement eu des signaux évidents de la part de l'actuel chef de l'État de décrisper et de trouver avec l'opposition un terrain de discussion. Je ne dis pas un terrain de négociation ou un terrain de dialogue. Ça, c'est autre chose, on va en revenir. Mais en tout cas, de donner le signe que je ne suis pas votre ennemi. Et je ne suis pas là pour vous abattre. Et je ne voudrais pas que vous soyez là pour m'abattre. C'est comme ça qu'on a lu les signes. Vous avez dit d'ailleurs avec raison qu'il n'a pas cessé une seule fois de recevoir les nôtres. Ouais. Au point d'ailleurs que certains dans l'opinion, mais ça c'est normal parce que ça fait depuis longtemps, la vie politique se déroule comme ça, dès que le pouvoir et l'opposition se rencontrent, les gens imaginent qu'il y a des dessous de table, que cela veut dire donc que tu as basculé et que c'est une reddition en bonne et due forme, en rase campagne, etc. Alors qu'il s'agit en fait d'un jeu banal, normal, je dirais convivial, quoi, même entre Mauritaniens simples. Tu es mon adversaire, ça n'empêche pas que je peux venir à manger midi si tu m'invites, et puis il n'y a pas de problème. Lui, il a eu une telle attitude, et nous avons très bien accueilli ça. Et nous avons même dit qu'il faut renforcer ça, parce que ça crée un état d'esprit favorable à une décrispation. Maintenant, le point sur lequel moi, en tant qu'opposant, j'attire l'attention sur le fait que cela n'est pas suffisant. C'est une introduction indispensable, ce qu'il a fait. C'est indispensable de jouer ce rôle de décrispation parce qu'il est psychologique et il ouvre des perspectives. Mais là où j'ai dit que nous attendons encore plus de force, avec plus de marquage, ce qui semble se dessiner, j'ai parlé de pointillés,
c'est, vous m'avez aidé là-dessus, c'est par exemple qu'il y a des dossiers essentiels dans notre pays. Vous avez cité l'éducation par exemple, j'en citerai d'autres, mais l'éducation est un excellent exemple. Effectivement, il y a une annonce faite de réforme de l'éducation, et je dois savoir d'ailleurs que des mesures sont prises pour que cela puisse commencer dans la rentrée. C'est excellent, c'est très bien, parce que toute la Mauritanie demande la réforme de l'enseignement. Mais moi, en quoi j'ai été associé dans ça? Pas du tout, je n'ai jamais été associé. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. Or, comme vous l'avez d'ailleurs très très bien dit, la question de l'enseignement est l'une des questions fondamentales, sinon la question fondamentale dans ce pays. C'est vraiment l'une des questions pour lesquelles un consensus national fort est nécessaire. Parce que, quel que soit celui qui arrive au pouvoir, l'éducation va le poursuivre, lui, ses enfants et ses petits-enfants. Donc il est nécessaire que pouvoir et opposition tombent d'accord, au moins sur comment on doit enseigner, éduquer dans ce pays. Et qu'est-ce qu'on doit mettre comme moyen, comme recherche, comme ressources dans ce pays pour changer la donne en matière d'éducation. Parce qu'il y a une unanimité dans ce pays pour dire que l'éducation doit être modifiée. Parce que ça ne mène à rien, et je suis tout à fait d'accord. Ça mène d'ailleurs au pire, parce que ça nous a mené à une sorte d'apartheid, qui ne dit pas son nom, avec deux mondes parallèles, dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en sortir. Or, si vous voulez réellement que les choses aillent très loin, et qu'il y ait quelque chose de fort que nous partageons en la matière, il faudra ouvrir des chantiers de débat, de discussion. Je ne veux pas dire qu'il faut des discussions sans fin, mais au moins que l'on partage par des journées, 2 journées, 3 journées d'échanges, de réflexion, et puis ensuite que l'on mette aussi des compétences, parce qu'il y a des compétences partout dans ce pays-là et à l'étranger, qui vont accompagner ce processus sur la base de l'expérience non pas seulement de notre pays, mais d'autres pays du monde, pour que tout cela là, soit incorporé dans une vision commune qui va être la vision nationale en matière d'éducation. Maintenant, le pouvoir a sa vision particulière, qui est dans son programme. C'est eux qui sont au pouvoir. Il est normal qu'ils vont appliquer ça selon leur vision des choses. Et nous aussi, nous aurons une conception qui va aller plus loin ou plus bas, j'en sais rien, sur la même question. Mais le B.A.B.A., la base, elle, on serait tombé d'accord. Ça, c'est par exemple à titre d'exemple. Il y a d'autres exemples, par exemple en matière de... Récemment, cette décision qui a été prise en matière de retraite, c'est très important de prolonger la retraite de 3 ans. Vous avez suivi ça? Oui, c'était l'un des engagements du président de la République dans son programme. C'est parfait. Maintenant, la mise en œuvre. Vous savez, un engagement, c'est un engagement. Le président de la République, je ne veux pas revenir sur un débat qui n'est pas à l'ordre du jour, a été élu, mettons, à 51%. Mettons qu'il a été vraiment élu à 51%. C'est seulement 51%. Ce n'est pas 90%. Il y a quand même 49% de Mauritaniens qui n'ont pas voté pour lui. Tu ne peux pas passer par perte et profit 49% de Mauritaniens, faire comme s'il n'existait pas. Donc c'est pour dire que le programme, il est là, mais il faut être modeste dans l'interprétation de ce que signifie le programme. Parce que ce programme engage la Mauritanie, c'est vrai, formellement, parce que c'est juridiquement lui qui a gagné, et ça nous l'avons d'ailleurs nous admis par la suite, vous savez dans quelles conditions. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple pour cette histoire de retraite, il eût été, à mon avis, mieux d'associer au moins les syndicats. Les syndicats n'ont pas été associés, vous le savez ça. C'est pas normal. Même le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, c'est l'organisme parfait pour que ces questions-là soient posées. D'ailleurs, la Constitution l'exige. Je ne suis pas en train de... Ça, c'est un débat de juriste. Non, ce n'est pas un débat de juriste. Parce que je suis désolé de dire que le droit, c'est ça qui nous réunit ici. Si je suis de l'opposition, c'est à cause du droit. Ce n'est pas à cause de la force, j'espère que ce n'est pas à cause de la force. Donc, non, c'est juste pour vous dire... Gourmand, vous avez l'occasion de revenir sur la question. C'était juste pour dire... D'accord, c'est noté. C'était juste pour dire que le fait pour moi de dire qu'il y a eu une avancée, au moins psychologique, qu'il y a une volonté que nous avons, nous, acceptée et reconnue, et que nous louons d'ailleurs, d'ouverture à notre direction, ne signifie pas pour autant que durant toute cette période, que nous n'avons rien à dire, que nous n'avons pas de critique. Nous avons une critique constructive, c'est ça la différence, par rapport à un certain nombre de choses qui devraient, sur cette base, à mon avis, être améliorées et renforcées. Et je termine en disant, sur ce point-là précis, que le point central, c'est la question du dialogue. Ça fait tellement longtemps que l'opposition n'est pas invitée que
Si nous sommes là... Vous faites confiance au service public que je représente. Maintenant, oui. Laissez-moi au moins Ok, non, attends, il va Vous conclure. aurez l'occasion de revenir. Il va conclure. Vous allez laisser quelque chose. Il va conclure. D'accord. Vous allez conclure. Non, le professeur va conclure. Ce point. Ce que je vous demande, vous, c'est de donner votre avis sur ces questions que Gourmand vient de soulever en tant qu'observateur de la scène politique. Moi, je pense que c'est déjà très important. Je crois que l'environnement psychologique est déjà né. Moi, je suis très content de la restauration de la confiance entre les acteurs politiques. Ils se parlent, ils se voient. Ils ne se voyaient pas, ils s'observaient en chien de faïence. Et je suis aussi très fier du fait qu'une personnalité aussi symbolique que M. Ahmed Dada soit reçue en grande pompe à la présidence de la République. Je suis très content de voir la présence du chef de file de l'opposition dans les cérémonies officielles. Je ne voyais pas ça. Et je suis très content du partenariat qui a été établi entre l'opposition et la majorité sur plusieurs chantiers, notamment la lutte anti-Covid, la gestion de la pandémie, mais aussi dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Bon, les choses ne changeront pas du jour au lendemain. En une année. Mais il faudrait savoir que le président de la République a été élu sur un programme. Et il est engagé principalement sur la mise en œuvre de son programme électoral. Et c'est un score honorable d'être élu à 51 et à 52%. C'est ça les scores honorables en démocratie. Parce que les autres, les 80%, les 92%, c'est des scores soviétiques. Je ne sais pas si M. Le Gourmand partage ce point de vue. C'est des scores à la soviétique, donc c'est un score parfaitement honorable. Mais aussi, dans ce score réalisé, dans les suffrages recueillis par le président de la République, moi, je n'ai pas vu la majorité traditionnelle qui a donné, par exemple, 82% des suffrages dans les élections de 2014. J'explique l'absence de ces 32% par l'éparpillement de l'électorat de la majorité de 2014. Certainement, une grande partie est allée voir le candidat Boubacar. Mais je suis aussi certain que beaucoup de voix de l'opposition sont venues s'ajouter au score réalisé par le président de la République. Il y a eu beaucoup de vols. La majorité qui sont allés de l'opposition. Attendez, parce que... C'est pas ça. Attendez, non, mais... Non, ces élections... Monsieur Gourmand, je ne vous ai pas interrompu, vous avez parlé durant 20 minutes. Moi, je vais vous interrompre. Non, mais écoutez, voilà, vous n'êtes pas démocrate, donc. Allez-y. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que le score de 51% et de 52% est un score honorable. C'est sans réagir par rapport au professeur Dou. Donc maintenant, c'est vrai, il y a une certaine impatience. Il y a une certaine impatience de la part de ceux même qui ont voté pour le programme électoral du président Ghazouani. Mais il y a aussi une impatience de la part de l'opposition pour certains chantiers, notamment l'éducation, la justice sociale, la lutte contre la corruption. Je comprends, il y a des impatiences, une véritable convergence sur les grandes questions nationales. Je sais qu'il y a une impatience et c'est légitime. Mais aussi, je sais que cette année n'a pas été une année de répit. Pas du tout. Dès que le président a été installé, ce sont les intempéries. Et juste après les intempéries, c'est la pandémie du Covid-19. Et je vous dis que le gouvernement, à ma connaissance en tant qu'observateur, n'a pas croisé les bras. Deux gigantesques programmes ont été lancés aussitôt. Premièrement, le programme Mes Priorités de 41 milliards qui a touché tous les secteurs et qui a touché toutes les catégories de Mauritaniens, y compris les handicapés, les femmes chefs de ménage et les personnes âgées, y compris. Et le programme de solidarité sociale et de lutte contre le Covid-19 qui a également touché toutes les catégories, y compris les artistes avec la récente subvention. Donc du coup, et parallèlement à ça, il y a les dialogues politiques sous le Parlement, il y a les dialogues politiques ce soir, nous avons ce soir l'IPR et nous avons l'IFP, il y a les dialogues politiques sous une autre forme. Moi je pense que les dialogues politiques à l'avenir, il est temps qu'ils prennent une autre forme. Parce qu'on a vu les journées de concertation sous le régime civil de 2007, les états généraux de la démocratie avant le 6-6. Et je crois que s'il doit y avoir un dialogue politique, il doit prendre une autre forme. Et puis, il faut comprendre qu'il y a une impatience de la part de tout le monde, mais il faut aussi donner le temps au temps, c'est ce que je veux dire justement, c'est ça. Sans ouvrir des plaies ou sans tenter de... Patienter un peu en attendant. Il ne faut pas que ce soit trop scolaire aussi. Patienter un peu. Sans ouvrir les plaies ou sans tenter de les cicatriser, ce n'est pas mon rôle. Patienter un peu. Nous, ce n'est pas une impatience. Le temps que... Vous attendez vos tours. Le temps que M. Hussein nous évoque
un peu des grandes lignes des priorités dont il vient de parler. Oui, moi je me suis limité aux aspects politiques pensant que l'émission est réservée à... L'aspect social extrême, je vais parler de l'aspect social. Mais avant d'y parler, je vais essayer quand même de répondre à certains éléments qui ont été évoqués par notre doyen. Concernant l'éducation, soyez rassurés, il y aura des journées de concertation au niveau national où tout le monde sera associé. Personne ne sera oublié. Vous êtes rassurés. Parce qu'on juge au niveau du gouvernement, même si je ne parle pas au nom du gouvernement, je suis là au nom de l'IPAR, que l'éducation, c'est l'affaire de tous les Mauritaniens. Parfait. Mais c'est un chantier important. Le président de la République en est conscient. Nous, au niveau de l'IPR, nous également, nous en sommes conscients et nous pensons qu'il nous faut trouver une solution pour l'éducation de nos enfants qui leur garantit une égalité des chances à partir de la première année de primaire. Aujourd'hui, on a deux systèmes, si ce n'est pas plus. Et moi, parfois, je suis choqué, je le dis, quand je passe devant des écoles où je ne vois que des négro-africains. Tout à fait. Et parfois, je passe devant des écoles où je ne vois que des morts. Malheureusement, c'est depuis longtemps ça. Ce n'est pas normal. Malheureusement. Nous sommes contraints de vivre dans ce pays. Et l'éducation doit être le lieu, le creuset qui nous garantit la même formation dans les mêmes conditions pour arriver au même résultat. Tout à fait. Les élections, nous sommes complètement en désaccord sur... Tout à fait. Ça, c'est normal. C'est normal. Laissons passer les élections. On est dans l'après-élection. Oui, pour ce qui est du dialogue sur les chantiers, les grands chantiers. Bon, moi, de mon point de vue, le dialogue n'est pas obligatoirement un dialogue formel. Le président, aujourd'hui, assure un dialogue avec l'opposition. Il les reçoit, ils disent leur point de vue, il les écoute. Les grandes affaires, on a eu ce problème de pandémie, il y a eu un cadre de concertation où l'opposition donne son avis par rapport à la gestion de la chose. Si aujourd'hui l'opposition juge qu'il y a nécessité d'engager un dialogue formel pour discuter de ces questions, je pense qu'au niveau de l'IPR, au moins, on est réceptif, on peut bien voir ça, mais il y a des préalables. L'important, ce n'est pas de faire un dialogue. Moi, je connais plusieurs tentatives de dialogue qui ont avorté, des dialogues qui ont fini en queue de poisson. Tout à fait. 2011, récemment. 2011. Ce n'est pas parce qu'on fait un dialogue qu'on essaie de réussir le processus. Donc, il y a besoin, comme je l'ai dit tantôt, de construire la confiance. C'est la première des choses. Une fois la confiance est établie entre l'opposition et le pouvoir en place, je pense qu'on peut facilement identifier les grands problèmes, les goulots d'étranglement qui sont posés, y réfléchir ensemble dans l'intérêt de notre pays. Je pense que tous nous sommes motivés pour l'intérêt de notre pays. Avant, comme je l'ai dit tantôt également, d'être engagés au sein de l'opposition ou de la majorité, nous sommes Mauritaniens, nous appartenons aux mêmes communautés, nous partageons beaucoup de choses. Et ce que nous partageons est beaucoup plus que ce qui nous diverge. Je pense qu'il y a un terrain d'attente qu'on peut exploiter facilement. Et si on l'exploite, on arrivera certainement à des solutions concertées pour notre société. Pour ce qui est des problèmes sociaux, des projets sociaux, des programmes sociaux, je pense que pour la première fois, un programme de cash transfert touchera 200 000 familles mauritaniennes et d'une façon continue et d'une façon également progressive. Le montant alloué sera de 30 000 ouguiya pour chaque famille. C'est extrêmement important en Mauritanie. Nous connaissons le niveau de pauvreté dans notre pays et il est important de soutenir les couches démunies, toujours en référence au programme de son Excellence, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. La délégation Ta'azur a été mise sur pied, dotée des moyens nécessaires pour réfléchir et concevoir des programmes adaptés qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Mais pas que ça, malgré cette pandémie, les problèmes qu'elle a posés, il y a d'autres programmes qui ont été engagés également en matière d'infrastructure, en matière d'aménagement hydro-agricole, en matière de construction de barrages, en matière de secours aux éleveurs mauritaniens. L'élevage en Mauritanie est extrêmement important. La Mauritanie vit de son élevage. Le président de la République a mis sur pied un programme extrêmement important qui a permis de
de vendre plus de 80 000 tonnes avec des prix subventionnés et à nos éleveurs dans tous les coins de ce pays. C'est connu, le programme pastoral. Donc il n'y a pas que les gros chantiers au niveau politique, au niveau éducatif qui ont été engagés, au niveau social, plusieurs programmes sont aujourd'hui en cours d'exécution et qui auront certainement un impact sur la vie des populations. Voilà. Je voudrais juste dire ici qu'il y a deux choses. Encore une fois, moi je n'ai aucune raison de mettre en doute la volonté du président de la République. Pour l'instant, je n'ai pas de raison spécifique, donc psychologique, de mettre en doute sa volonté de faire certaines choses qu'il a annoncées. La question, elle n'est pas là seulement. Elle est aussi que les hommes fonctionnent aussi d'un point de vue des institutions qui existent. Si vous êtes de très bonne volonté, mais que vous avez des structures, vous avez des institutions qui ont des traditions de fonctionnement, qui ont des dysfonctionnements archi connus, qui ont des relais de rupture, notamment à l'intérieur du pays, et même seulement ici, vous avez des ministères dans lesquels n'importe qui peut faire n'importe quoi, où vous avez des traditions ou des pratiques de vol, de détournement, de trafic d'influence, de double jeu, de mensonges, parce qu'il y a des spécialistes, tout ça. Vous savez très bien que tout ça va se transformer en quoi? Eh bien en zéro. Et nous avons l'expérience de ça. C'est-à-dire que nous avons l'expérience qu'il y a une routinisation. Il y a une routinisation des dysfonctionnements qui font qu'à un moment donné, le chef de l'État lui-même risque d'être débordé par l'ampleur de la machinerie de détournement de ce qu'il veut dire ou de ce qu'il veut faire. Ça, c'est là où le rôle de l'opposition, justement, que de mettre le doigt sur des réalités comme celle-là. Alors, le problème du dialogue, par exemple, nous, en tout cas, au niveau de l'UFP, je sais que c'est valable pour toute l'opposition. Le problème pour nous, ce n'est pas le cadre formel dans lequel ce dialogue va intervenir. Vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, il faut d'abord, le préalable que vous avez souligné, mettre les gens en confiance. Voilà. Une fois qu'on est, les acteurs sont en confiance, on peut trouver les formes sur lesquelles on peut dialoguer. Voilà. Dialoguer, ça veut dire quoi ici d'ailleurs? Il faut qu'on s'entende. Dialoguer, ce n'est pas négocier. On n'est pas en train de faire des négociations. Dialoguer, c'est faire des échanges interactifs à propos d'un certain nombre de questions pour lesquelles nous considérons les uns et les autres que c'est d'intérêt commun. C'est ça ce qu'on appelle dialogue. Et c'est ça qui pousse, parce qu'on sait que pouvoir ou opposition, il y a des questions sur lesquelles, si on n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. On ne peut pas avancer. Par exemple, la question de l'esclavage. Vous pensez qu'on peut continuer à l'ère moderne, là où nous nous trouvons, d'avoir un pays qui soit indexé comme étant un pays dans lequel on pratique l'esclavage? Ça n'a pas de sens. Il reste la question, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Quelle est l'ampleur du phénomène? Et quelle est d'ailleurs la nature du phénomène? Où est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe seulement dans une communauté ou est-ce que ça existe dans toutes les communautés? Ça, c'est des problèmes pour lesquels et le pouvoir et l'opposition ont intérêt à clarifier les choses. Parce que moi, même si j'arrive demain au pouvoir, si le pays se voit accrocher le truc d'esclavagisme, ce n'est pas du jour au lendemain que je vais effacer ça. Je serai toujours indexé comme ayant un gouvernement d'un pays dans lequel se pratique l'esclavage. Donc on a bien intérêt à laver l'honneur de la nation pour savoir réellement de quoi il s'agit. Ici, quand on dit nous, par exemple, au niveau de l'opposition, qu'il faudrait que sur une question comme celle-là, qu'il y ait un compromis ou un consensus, on veut juste dire que les uns et les autres, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vérifier un certain nombre de choses, puisque les uns et les autres nous disons nous sommes contre. Donc, allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ça. Vous voulez un exemple concret et pas philosophique. L'exemple concret, c'est à propos de la gabégie. Nous sommes l'opposition. Vous êtes le pouvoir. Nous, dès que M. Ghazouani est arrivé au pouvoir, en août de l'année dernière, juste au moment de l'investiture, l'UFP a posé, pas l'UFP d'ailleurs, la coalition qui avait soutenu la candidature de Mohamed Mouloud, c'est-à-dire avec les RFD et l'UNAC, nous avons posé la question de l'audit des comptes du président partant. Nous avons dit au président entrant, nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion. Nous voulons savoir dans quel état tu as trouvé les comptes de l'État. Pour que nous puissions savoir sur quoi on peut te critiquer ou non. Et on a organisé des séminaires et des conférences, y compris à l'hôtel Qatar.
y compris à l'État, pour demander justement cet audit. Et c'est dans ces conditions que nous avons, nous, l'opposition, posé le problème de la commission d'enquête. Alors, l'opposition a posé ça, il est dans son rôle, mais les partis de la majorité se sont rendus compte que ça les arrange de clarifier les comptes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils se retrouvent avec un ancien chef d'État qui théoriquement est avec eux, mais qui leur pose eux-mêmes des problèmes à l'intérieur du parti parce qu'ils ont des difficultés, ils veulent s'emparer de tout. Il n'est plus président, mais il veut quand même diriger. Et ils ont dit, il faut clarifier en effet les choses. Et ils nous ont dit, nous partons. Et c'est comme ça que cette commission-là, d'enquête parlementaire, a été créée. Mais c'est très important pour l'opinion de ne pas oublier ça. Donc, ça veut dire qu'ici, la clarification de la situation en matière de gabégie, en matière de détournement, en matière de vol des richesses du pays, c'est de l'intérêt commun et du pouvoir et de l'opposition. Entièrement d'accord. Attendez, je termine. On a compris, mais lui, je crois qu'Issa n'est pas contre. Non, ils sont d'accord. Il n'est pas contre. Il est d'accord. Vous êtes d'accord. Entièrement d'accord. Je suis en train juste d'illustrer, parce que nous, on ne parle pas. Nous, il est en train d'illustrer. Il faut que les gens sachent bien de quoi on parle. Ce que moi, je veux dire, et là, on se rejoint, c'est qu'il y a des points sur lesquels le pouvoir et l'opposition ont intérêt à aller ensemble. Est-ce qu'ils vont aller ensemble? C'est un autre problème. Mais ils ont intérêt. Ouais. On avait posé par exemple le problème de l'éducation. Là aussi, on est d'accord qu'il faut aller ensemble. Il m'apprend d'ailleurs qu'il y aura des débats et des discussions. Ce qui pour nous serait excellent parce que nous l'avons demandé. J'ai posé le problème de l'esclavage parce que c'est l'une des grandes questions qui se posent. Lui-même d'ailleurs a posé aussi le problème de l'unité nationale, notamment en matière d'éducation. Mais d'une manière générale, en matière de discrimination. Ce pays connaît des problèmes, mais énormes. Comment pouvez-vous avoir un pays comme le nôtre, qui est un pays multiple, multicommunautaire, riche de sa diversité, mais dans lequel un clan, un individu, chef de l'État, avec sa petite famille, s'accapare de tout, distribue à sa famille, à ses amis, à ses copains, etc., qui appartiennent par définition, c'est la sociologie, c'est humain, je voulais dire, à sa famille, qui sont évidemment d'une communauté donnée, parce que c'est sa famille. Il ne les fait pas parce qu'il déteste les autres noirs ou il déteste les jaunes ou les chinois, mais parce que lui, il les donne à les gens de sa famille. Vous savez comment ça va être ressenti par le bonhomme qui est au Guinée-Mara? Il va juste dire on nous donne de l'argent qu'on mord. Pourtant, les autres morts, ce n'est pas eux qui ont reçu. Mais ce sont les morts du clan. Et là, une question de simple distribution de prébendes se transforme en un gros problème de discrimination raciale. Franchement, attendez, franchement, je crois que vous êtes en train de... C'est un professeur. Non, c'est un professeur, mais vous êtes en train d'accaparer le temps. Non. Ça rappelle de la autant d'autres personnes accaparent l'argent, vous êtes en train d'accaparer le temps. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'accaparer le temps et de le distribuer vous aussi à votre clan. C'est juste pour comprendre que la question... La question fondamentale que moi je pose est de savoir est-ce que l'opposition, depuis l'arrivée du président Ghazouani, a posé la question d'un dialogue. Est-ce qu'elle l'a posé? Je suis en train de vous expliquer que non seulement nous l'avons posé, mais que nous pensons qu'il peut y avoir quelque chose. Oui, qu'il peut même y avoir quelque chose, puisque nous avons dit que, par exemple, on a débouché sur quelque chose de concret en ce qui concerne la question de la gabégie, en matière de commission parlementaire. Cette question, on l'a dépassée. Maintenant, vous avez lancé un appel au dialogue. L'opposition a-t-elle lancé un appel au dialogue? Oui. Depuis l'arrivée de Mohamed Ghazouani au pouvoir. Est-ce que l'opposition a lancé un appel au dialogue? Nous avons lancé... Je ne me souviens pas véritablement. Je ne sais pas si Selmou s'en souvient. Comment ça? Est-ce que l'opposition a lancé un appel au dialogue depuis l'arrivée du président Ghazouani? Moi, je pense que... La première sortie de l'opposition... Moi, je ne peux pas enlever le micro à mon doyen. Il faut qu'il vous laisse parce que vous avez... La première sortie de l'opposition, c'est de demander à ce qu'il y ait dans ce pays un dialogue, on a dit concertation, sur un certain nombre de questions fondamentales. C'est le terme que nous avons. C'est généralement utilisé. C'est clair. C'est clair. Isselmou, oui. Vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir un dialogue où il y a des priorités? Moi, je pense que le dialogue a une vertu très importante et qu'il faudrait vraiment... Nous sommes déjà dans la diversification de la scène politique. Je vous explique. Je vous dis que quand un nouveau dialogue sera envisagé, il faudrait qu'il change de format. Parce que, vous savez, on a vu les journées de concertation, c'était un dialogue. Les états généraux de l'éducation, c'était un dialogue. Les 3 ou 4 dialogues entre 2011 et 2014, c'était des dialogues. Ça, c'était du cinéma. Voilà. Attends. Bon, vous, à l'époque, vous avez boycotté. C'est mon point de vue. Ouais, bon. D'accord, je comprends. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça change. Et puis bon, moi j'ai dit que le dialogue peut ne pas se faire sous ces formats-là, d'un côté la majorité et l'opposition. Il peut se faire au Parlement, il peut se faire sans même que nous soyons, nous, au courant en tant que citoyens. Il peut se faire. Vous savez,
les accords d'Oslo, il y a eu énormément de dialogue durant des années sans que voilà, ni les Palestiniens ni les Israéliens lambda ne soient tenus au courant. C'est quand il a fallu signer les accords d'Oslo qu'on a formalisé ça. Donc du coup, il peut bien y avoir des dialogues. Moi, je pense qu'il y a actuellement un dialogue souterrain. Peut-être le professeur Lo ne veut pas nous en parler. Bon, mais ce n'est pas grave. On sait que quand même aujourd'hui, il y a une restauration de la confiance. On sait qu'aujourd'hui, l'opposant n'est plus stigmatisé, banni, ridiculisé, ciblé, voué aux gémonies. Ça, on le sait. On sait aujourd'hui qu'on a un président de la République qui est respecté à la fois par son opposition et par sa majorité. Et c'est déjà jamais vu. Ça va aboutir à quelque chose qui prendra forme. Parce que, voilà, la période de grâce ne va pas durer. Ça aussi, il faut être très réaliste. On est dans une période de grâce. On comprend que voilà, ça c'est un président de la République qui a été élu dans des conditions particulières. Certains ont d'abord misé sur l'option continuité. Finalement, ça s'est révélé être l'option rupture. Et voilà, donc c'est carrément un changement de cap, c'est carrément un mode de gouvernance nouvelle qui respecte autrui, qui donne la confiance, qui est dans le concret, qui n'est pas dans les slogans creux, qui n'est pas dans le populisme et la démagogie. Et je crois que c'est positif. Donc c'est vrai, il y a des chantiers qui attendent. Le chantier de l'unité nationale, le chantier des droits de l'homme, les chantiers de la discrimination. Il n'y a pas une société au monde, ni un gouvernement au monde, où il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Il n'y en a pas. Je suis dans les droits de l'homme, il n'y en a pas. Donc il y a de la répartition équitable du pouvoir et des richesses. Voilà, ça aussi, il faut l'envisager. Mais je pense qu'il faut qu'on reste dans cet état d'esprit. Et le professeur Lo a parlé tout de suite du contexte sous-régional trouble. On n'a pas intérêt à beaucoup tirer sur la corde. Nous avons tellement d'ennemis dans le pourtour, nous avons tellement d'ennemis, nous avons tellement d'enjeux. Nous sommes un pays riche avec des... c'est dommage, le gaz ne sera plus en 2021, peut-être ce sera en 2023 ou en 2024. C'est dommage, on en a besoin, parce que avec le Covid, voilà, nous avons perdu pratiquement une part importante des recettes budgétaires. Et le gouvernement aussi, dans le cadre de ces ripostes, voilà, il a opté pour l'exonération, il a opté pour la suppression de certaines taxes. Il s'est privé lui-même de certaines ressources au moment où la demande sociale est forte, au moment où il faut prendre en charge des factures d'électricité, où il faut financer le grand programme de transferts sociaux de 200 000, ciblant 200 000 familles. C'est du jamais vu. 200 000 familles. C'est le plus grand programme pastoral de l'histoire du pays, sans tambour ni trompette. Et je vous félicite, vous, dans les médias publics, parce que voilà, je vois que voilà, c'est couvert comme étant une obligation du gouvernement. Un gouvernement, il a des obligations. Quand on est dans l'approche basée sur les droits humains, le gouvernement est débiteur d'obligations, les citoyens sont détenteurs de droits. En fait, le gouvernement fait son devoir. Mais aujourd'hui, on n'était pas habitués. Et des décennies durant, nous avons été habitués à ce que quand le gouvernement fait, c'est la fanfare, c'est le violon. Donc, moi, je vous félicite au niveau des médias publics avec le changement de ton. On n'est plus dans la propagande, on est dans l'information. Et d'ailleurs, dans des signaux les plus importants, dans le changement de la nouvelle ère, dans le nouveau contexte, c'est d'avoir un journaliste comme Omer à l'Agence mauritanienne d'information et d'avoir un journaliste comme Mohamed Mahmoud Ouleboulmaali comme directeur général de la télévision. Je crois que ça, c'est des signaux forts. Ça, c'est des nouveaux profils. Ça, c'est des gens qui n'ont pas un passé trouble, qui n'ont pas de... Ça, c'est des gens qui ont la gueule de l'emploi, comme on dirait de façon un peu crue. Donc, moi, je crois que maintenons cette dynamique. Protégeons cet élan. Et je vous dis que ce ne sont pas les défis ni les menaces qui manquent. Elles planent, elles rôdent autour de nous. Et évitons les divergences, évitons les conflits inutiles, et évitons de revenir un peu à la case départ en essayant de penser avoir affaire à une opposition irresponsable, à une opposition antinationale, à une opposition pressée, à une opposition à la recherche de strapontins. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils ne cherchent pas les strapontins. Et d'ailleurs, je connais personnellement l'IFP, ils vivent bien sans le gouvernement, ils n'ont pas de problème. Le professeur Gourmand enseigne en France, franchement, ce n'est pas ça du tout. Donc, et puis, il faudrait aussi
éviter d'avoir ce regard accusateur envers le gouvernement. Non, c'est des manipulateurs, c'est des détourneurs de fonds, c'est des laudateurs, c'est des applaudisseurs. Il y en a en tout cas parmi eux qui sont des détourneurs. Comme vous aussi, il y a, au niveau de l'opposition, il y a des gens aussi qui ont des discours irresponsables et incendiaires. C'est pas vous, mais chez vous, il y a des maximalistes, il y a des jusqu'à-boutistes. Donc, moi, je crois que je vous ai entendu hier soir dire une phrase que c'est un tournant, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un discours de raison, il y a un discours de maturité, il y a un discours de responsabilité. Ça se sent au niveau de la majorité, ça se sent au niveau de l'opposition. Il faut essayer de protéger cet élan commun. Et il faudrait que cet élan commun évolue vers quelque chose de positif pour le pays. Moi, ce que je veux juste dire avant... Est-ce que Issa vous permet de parler? Il va me le permettre. Non, parce que je voudrais quand même souligner qu'effectivement, on ne polarise pas, il ne faut pas polariser tout sur le chef de l'État. Je dois dire personnellement que des députés de la majorité, par exemple, que je connais, ont joué un rôle extrêmement important dans la décrispation. Ce n'est pas seulement le chef de l'État qui fait ou qui ne fait pas. On a senti que même au sein de l'UPR, des gens, des députés, ont en effet eu un discours qui était, à mon avis, aux antipodes de discours qui étaient tenus jusqu'alors. Ça a rendu possible ce qui a pu se faire de positif au sein de l'Assemblée. Ça, c'est un élément que je souligne et qui ont permis précisément de faire des avancées dans ce sens-là de la décrispation. Je veux dire que la décrispation, ce n'est pas seulement le chef de l'État, il ne faut pas non plus... Voilà, je pense que c'est important. Je pense que ce n'est pas seulement... Il ne faut pas seulement créditer le chef de l'État, il ne faut pas seulement penser que c'est seulement lui. Il a été l'élément déclencheur probablement du fait de sa position, et on est dans un régime présidentialiste. Mais il faut dire que cette bonne volonté, moi personnellement, je l'ai notée également parmi les autres acteurs. Que ce soit d'ailleurs les acteurs de l'opposition en général, mais aussi de la majorité diverse, dans les différents courants de l'opposition, que ce soit au niveau de l'UPR, au niveau des autres partis. Ce qui ne veut pas dire que les choses sont telles qu'on voulait qu'elles soient. Voilà. Mais ça, je tiens à le dire pour bien montrer qu'il y a une dynamique. Voilà. Il faut que cette dynamique maintenant aille jusqu'au bout dans la logique pour que les questions centrales que nous avons évoquées ici puissent être les questions de tout le monde. Que l'on débatte et que l'on trouve des solutions possibles et acceptables sur ces grands sujets. Voilà, moi, ce que... C'est important. On va demander à Issa qu'est-ce qu'il pense pour protéger ce qui est déjà acquis et pour aller de l'avant. Je tiens à quand même faire la précision suivante. J'ai dit que nos frères de l'opposition ont été surpris par le comportement du président de la République. Vous avez été surpris, vous, professeur? Sûrement. Agréablement surpris. Nous avons été, surpris par la rapidité avec laquelle, par exemple, il a eu des gestes d'ouverture à notre direction. Agréablement surpris, mais ils seront davantage surpris par les futures décisions du président de la République. Merci. Ça, je le confirme. Je reviens sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. Le président de la République n'est ni le président de la rupture, ni le président de la continuité. C'est le président de l'intérêt de la Mauritanie, tout simplement. On ne le canalise pas comme étant un système de rupture, ni un système de continuité, mais un système qui tient à défendre les intérêts de la Mauritanie et à développer des programmes pour les populations mauritaniennes. Le respect du président de la République, comme l'a dit notre frère Salihi, il l'a mérité, il l'a arraché, parce que le respect ne se donne pas. Ça se mérite, ça s'arrache du président grâce à sa conduite, à son comportement et même à son passé. Il a réussi à arracher le respect de tous les Mauritaniens, opposition et majorité. L'une des manifestations de cette volonté du président de la République, c'est la commission parlementaire. Que ce soit les députés de la majorité, la famille dans sa globalité, de la majorité, ou les députés de l'IPR, tout le monde a collaboré efficacement pour réussir ce travail. Si vraiment il n'y avait pas une volonté politique de faire ce travail, rien que les députés de l'IPR étaient en mesure largement de bloquer. C'est évident. De bloquer. Mais c'est qu'il y a une volonté réelle, c'est vrai. Tous nous sommes engagés pour casser un certain nombre de pratiques qui étaient là.
pour mettre fin à ça. Mais le président de la République, c'est lui qui a donné les premiers signaux qui ont encouragé tout le monde et qui ont balisé les chemins pour la majorité pour engager le travail qui a été réalisé. Aujourd'hui, les chantiers dont vous avez parlé, au moins je peux dire qu'au niveau de l'IPR, nous sommes réceptifs. Si vous voulez qu'on discute, on peut se rencontrer. Faites-nous une correspondance ou demandez une rencontre pour qu'on discute. On est là, on discute des questions nationales. Ça peut amorcer le dialogue. Au moins au niveau parti, qu'on puisse nous mettre d'accord sur des questions qu'on peut ultérieurement proposer au gouvernement pour que ça soit la base du futur dialogue. Ton émission à la qu'on le fasse au niveau parti. Nous sommes réceptifs. Tout ce qui est de l'intérêt national, tout ce qui permet de dénouer les crises, de servir nos populations, nous sommes prêts à le faire. C'est vrai qu'il y a des pratiques qui étaient là. Vous avez parlé de la gabegie. Elle restera dans tous les pays. Il y a gabegie dans tous les pays. Je ne peux pas citer dans d'autres pays, dans des pays européens. Mais est-ce que c'est de la volonté du système en place ou pas? Est-ce que ça a été encouragé ou pas? Est-ce que ça a été sanctionné ou pas? Jugeons le système sur ses comportements, sur ses décisions. La volonté de combattre la corruption, la gabegie sont là. Le programme de lutte contre le Covid-19 ont été contrôlés immédiatement. J'ai entendu même des discours qui disent que les gens finalement ne pourront plus travailler parce qu'ils auront peur. Durant le processus même de lutte contre la pandémie, il y a l'inspection qui débarque chez eux. C'est parce qu'il y a une volonté ferme de combattre la gabegie, de combattre la corruption, de combattre les deniers publics. C'est un axe du programme électoral du président de la République. Un axe complet. C'est un axe complet. Ouais. Et il l'a traduit à travers. Et il y aura d'autres mesures dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons énormément de thématiques sur lesquelles on peut discuter. Vous avez évoqué l'esclavage. Nous, de notre point de vue, la question de l'esclavage est avant tout une question de disparité entre les couches sociales. Il y a lieu rapidement de lutter contre les disparités et de limiter le fossé entre les riches et les pauvres. Il y a lieu de donner un intérêt, un message fort qui montre qu'il y a un intérêt fort pour améliorer les conditions de vie de nos populations qui ont été délaissées pendant des décennies. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que ce programme qui a été illustré par la délégation Ta'azur. Et ce n'est que le début, on est à la première année. Quand même, on est à la première année. On demande déjà les résultats parce qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, on est demandeur parce qu'il y a de l'espoir, il y a un espoir qui naît, il y a une assurance qui grandit chez tous les Mauritaniens. Et je pense que le président de la République a engagé quelque chose d'important. L'opposition, de mon point de vue, doit saisir cette opportunité pour soutenir le président afin de continuer ce qui est déjà entrepris. On va je voudrais on va savoir est-ce que l'opposition va soutenir cette... Attendez, je voudrais juste rebondir pour laisser plus tard la parole. Effectivement, il y a ce programme de lutte contre les disparités. Cet intérêt manifeste pour les couches les plus vulnérables de la société, dont évidemment les anciens esclaves. C'est visible dans tous les programmes, que ce soit le cash transfert, que ce soit tout ça. Donc c'est des programmes que ce soit même au niveau de la prise en charge médicale à travers de l'affiliation au CNAM des Mauritaniens affiliés au registre social, qui a un recensement exhaustif de la pauvreté, qui concerne évidemment ces couches déterminées. Mais je vous dis qu'aussi, au niveau pénal, il y a eu un tournant, parce que le tribunal anti-esclavage de Néma a condamné en novembre 2019 pour pratique esclavagiste des Mauritaniens à 15 ans de prison. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que même au niveau de la judiciarisation, il y a un tournant, c'est-à-dire les peines sont prononcées, et les peines sont devenues beaucoup plus sévères. Il y avait eu par le passé condamnés à 5 ans au maximum, à 2 ans parfois de prison. Mais en novembre 2019, la condamnation a évolué vers 15 ans de prison. C'est vrai, présenter les pays un pays esclavagiste, un pays avec un marché d'esclaves, c'est excessif, c'est injuste.
Et ça sert certains intérêts. Voilà, c'est excessif, c'est injuste, c'est pas loin de réel, mais aussi nier qu'il y ait encore des idiots, peut-être ces marginaux, ils ne sont pas du tout nombreux, qui sont dans ces pratiques-là. C'est pas nécessaire d'être dans la négation totale. Et puis l'esclavage, c'est pas seulement l'esclavage moderne. Il y a des formes contemporaines d'esclavage. Il y a la traite, il y a l'asservissement, il y a énormément de donc il y a énormément. Donc ce que je voulais préciser, c'est que les juridictions prononcent des peines de plus en plus sévères contre les pratiques esclavagistes si elles sont avérées. Évidemment, si elles ne sont pas avérées, si elles rentrent dans le cadre de l'instrumentalisation politique ou de la recherche du buzz médiatique, évidemment, les juges ne suivront pas. Voilà. Professeur Gourmand, M. Issa vient d'évoquer une petite précision par rapport à cette question d'esclavagisme. Personnellement, j'ai été membre de la Commission nationale des droits de l'homme de 2007 à 2010. Et j'ai enquêté sur des cas d'esclavage. Je pense que parfois, on a une perception erronée de ce problème. Dans beaucoup de cas, les esclaves ne se considèrent pas comme étant des esclaves exploités. Ils considèrent que c'est la famille. J'ai eu à enquêter sur des cas où les esclaves ont refusé de quitter le maître. Personnellement. C'est culturel. C'est culturel, c'est des rapports beaucoup plus solides. Mais il faut le combattre. Même si c'est culturel, il faut le casser. L'important, c'est que l'État a mis sur pied des juridictions et qu'il est prêt à sanctionner tout Mauritanien dont la responsabilité est confirmée. Voilà. Et que des programmes sociaux sont mis en œuvre pour permettre de prendre en charge ces gens et de leur assurer un revenu qui garantit leur autonomie vis-à-vis de la nation. On va demander au professeur Gourmand, parce que de l'intervention de M. Issa, j'ai retenu des idées essentielles qui sont l'une, l'appel au dialogue, auquel vous devez répondre. Mais il a répondu. Vous revenez toujours à la même question, voyons. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est celle de soutenir le président de la République dans l'œuvre qu'il est en train de mener pour faire face au grand chantier. Et puis quelques mots à propos de l'esclavage. Je dirais quelques mots. Je crois que c'était un offre, c'était pas... C'est pas un offre. C'était pas adressé à vous. C'est plutôt adressé à moi. Répondez aux questions. Allez-y, Gourmand, je vous écoute. Je veux dire par là que, d'abord, en ce qui concerne le soutien, en ce qui concerne donc le soutien, nous ne soutenons pas M. Razouani, président de la République, parce que nous sommes de l'opposition. Nous soutenons cependant sa démarche et il y a des faits, si on en discute et qu'on est d'accord là-dessus, nous le soutiendrons, c'est cela. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a des aspects de sa politique avec lesquels nous sommes, nous, en accord, parce que nous l'avons, ça rejoint ce que nous avons toujours posé, ou parce que nous avons convenu avec lui sur cet aspect-là, je veux dire avec la majorité concernée sur cet aspect-là, nous irons ensemble. Mais nous n'allons pas structurellement, de manière statutaire, le soutenir, parce que cela signifie que nous basculons de l'opposition vers la majorité, alors que nous sommes sur notre statut de l'opposition. Donc ça aussi, pour que ça soit très clair dans l'opinion, et il est sain dans un pays, dans une démocratie, qu'il y ait une majorité et une opposition. Absolument. Et il est essentiel même que cette différenciation soit faite. Le jour où nous basculerons dans la majorité, il y aura une autre opposition. Nous pouvons bien faire un accord demain avec Razouani, convenir sur un programme commun, et à ce moment-là, l'IFP, l'FD, les autres sont de la majorité, mais il y aura une opposition. Sinon, il n'y a pas de démocratie. On préfère regarder, vous êtes plus responsable. Je vais dire simplement que tout est question, non pas de pantomime, de faire semblant, mais tout est question de fond, d'analyse de fond et d'intérêt en jeu et d'enjeu dans ce cadre-là. Donc ça, c'est très clair. Quand nous appelons, par exemple, au dialogue, ce n'est pas dans la perspective de basculer au sein de la majorité. Ça, c'est important, parce que souvent, c'est dans une partie, d'ailleurs, des journalistes qui répandent de manière insidieuse cette vision absolument tronquée de la vie politique. Ce n'est pas parce que moi, je demande à dialoguer avec quelqu'un que ça veut dire que je vais le rejoindre. Absolument. Ça n'a pas de sens. Je veux dialoguer avec lui pour voir si, ensemble, nous pourrons convenir sur telle ou telle chose. Ça va renforcer la démocratie. Ou bien, ça va aider une partie de la population et ça va nous éviter certaines crises. Parce qu'il y a des crises pour lesquelles ni le pouvoir ni l'opposition n'a intérêt à ce que ça éclate.
Comme en Un 99. conflit autour de la question de l'esclavage n'arrange Comme en pas ça. 99 avec moi. Comme en 89. Et un conflit autour de la question nationale dans ce pays, ça n'arrange personne. Donc, sur ces questions-là, convenons dans cette nombre de choses. Maintenant, si dans cette dynamique, nous arrivons ou nous parvenons à déterminer les conditions structurelles dans lesquelles nous pourrons agir ensemble, c'est encore mieux. Par exemple, si on met sur pied une commission d'enquête, comme on l'a fait, parlementaire, Oui, ou bien une structure, par exemple, un observatoire sur les discriminations, un observatoire Absolument. sur l'esclavage. Ça, c'est des convergences institutionnelles qui peuvent aider à renforcer les processus démocratiques. Excellent. Ou encore les choses qui existent déjà, la Commission nationale des droits de l'homme et autres, dans lesquelles on demande à l'opposition et au pouvoir d'agir ensemble dans ces structures-là, qui sont des structures d'une autorité administrative indépendante. À ce moment-là, sans que l'opposition ne perde ni son âme ni son statut, il peut y avoir ici une coopération. Donc, c'est ce qu'on a appelé une critique collaborative ou une critique constructive. Mais il faut bien convenir que, cependant, cela ne peut en aucun cas affecter le rôle de la démocratie en tant que facteur d'alternance. Parce que nous, notre vocation, c'est de gouverner la Mauritanie. Ce n'est pas de courir après M. Ghazouani ou bien après quelqu'un d'autre demain. Notre vocation, c'est d'être une alternative lors de la prochaine élection présidentielle pour remplacer M. Ghazouani par quelqu'un qui, nous pensons, nous, en tout cas au niveau de notre parti, qu'il ferait encore mieux ce que celui-ci fait. Si d'ici là, autre chose se passe, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'est pour que ce soit très clair. Maintenant, par rapport à certaines questions spécifiques, je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter de poser, et j'ai des divergences avec certains qui sont de l'opposition sur ça. Et je ne parle même pas de la majorité. C'est de poser la question de manière générale. La question de l'esclavage se pose de manière concrète et non pas de manière philosophique. Elle se pose de manière concrète dans la mesure où il y a des personnalités qui peuvent être amenées à pouvoir jouer de leur influence pour faire ressortir certaines choses ou certaines questions qui peuvent ne pas apparaître évidentes. Par exemple, vous avez parlé de la justice, qui a une juridiction d'exception qui juge ça. C'est très bien. Sauf que pour étudier cette fois-ci et comprendre le phénomène de l'esclavage, ce n'est pas au juge de le faire. Le juge ne peut pas le faire. Le juge, c'est contre des infractions données. Non, le juge est dans la Oui, répression. il faut être clair, voilà. Il est dans la répression. Maintenant, pour éradiquer un phénomène, tu ne l'éradiqueras jamais par la justice. Je le sais, je suis juriste. C'est pour cela qu'il y a les programmes sociaux. Le juge n'est pas là pour éliminer un phénomène. C'est pour cela qu'il est là pour ça a parlé des programmes un cas socio-économiques précis et de la sensibilisation. par rapport auquel il va sévir. Et encore, c'est son interprétation, parce qu'il peut se tromper, Molly. Donc, par contre, les politiques, ils posent le problème de manière générale, seulement dans le sens où ils vont, par exemple, mener des enquêtes. On affirme des choses, ici et ailleurs. Allons voir, est-ce que c'est vrai ou non. Allons contrôler quelles sont les zones où il y a de l'esclavage. Et où on nie qu'il y a de l'esclavage, où on affirme qu'il y a de l'esclavage. Mettons sur pied, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple, une commission parlementaire. Commission parlementaire pendant 6 mois, qui va s'entourer des spécialistes, qui vont aller dans les zones là où on prétend qu'il y en a, et puis qui vont vérifier. Nous, on n'est pas en Chine, on n'est pas 1,5 milliard d'individus, on se connaît. Et donc on va y aller, on va débattre, et la commission parlementaire va rendre son rapport exactement qu'il l'a fait maintenant. Et ce rapport-là, ça va servir au moins de cadre pour savoir de quoi il retourne. Et on saura finalement ce qu'il y a. Pourquoi pas un observatoire? Mais tout ça, ce sont des... C'est des mécanismes et des outils très importants. Tout ça, c'est possible. Mais fédérateurs. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une démarche fédérative. Il faut créer dans ce pays une dynamique fédérative. Il faut qu'on cesse de toujours voir les problèmes en termes exclusifs. Ouais. C'est tout ou rien. C'est pas bien. On ne peut pas parler comme ça. On doit dire qu'il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre pour éviter que certaines choses se poursuivent ou bien encore pour reverser les choses, pour les renverser et remettre les compteurs à zéro. Voilà. C'est ça la démarche, à mon avis, qui pourrait nous aider dans ce sens. C'est valable pour les discriminations. C'est une proposition. Professeur Goumou, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je crois qu'on va faire un dernier tour de table. Et ça va nous permettre de conclure. Plutôt à mes invités de conclure, je vais commencer par vous, M. Issa.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez retenu du débat, l'essentiel, et est-ce qu'il y a aussi un appel que vous voulez lancer? J'ai retenu que nous sommes tous d'accord que cette année a été marquée par un changement décisif dans les rapports entre l'opposition et le pouvoir en place. Et que son Excellence le Président de la République a eu le courage de prendre les mesures nécessaires pour mettre nos frères de l'opposition en confiance et d'amorcer un dialogue, même s'il n'est pas formel, il est là. L'opposition aujourd'hui se sent bien, rencontre le président, elle exprime son point de vue et elle joue son rôle. Comme l'a dit notre professeur, je suis entièrement d'accord, l'opposition doit continuer à jouer son rôle. C'est sa mission, c'est de cibler les points, les goulots d'étranglement, les points où il lui semble qu'il y a des manquements, il y a besoin d'informer l'opinion publique, il y a besoin d'interpeller le pouvoir pour agir, pour corriger. Donc, quelque chose d'important a été fait. C'est vrai qu'on est à une année de l'élection du président de la République. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau de la majorité, au moins au niveau de l'IPR, je partage pleinement la proposition de notre frère Gourmaud. Et j'ai dit que pas que par rapport à l'esclavage. Faisons toutes les questions une d'intérêt infinité de national. commissions qui étudient l'ensemble des problèmes que nous allons identifier ensemble. Organisons une rencontre, édifions les problèmes qui sont posés pour notre pays, au moins les problèmes sur lesquels nous sommes d'accord, et essayons de mettre sur pied des commissions qui peuvent résister. On a des intellectuels, on a des spécialistes, on a des juristes capables d'étudier l'ensemble des phénomènes qui nous préoccupent aujourd'hui et pour lesquels nous pouvons faire une proposition au gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique extrêmement importante et il y a une opportunité à saisir. Essayons de la saisir ensemble. Ce qui est sûr aujourd'hui, que les freins qui étaient là, les problèmes qui étaient là, les entraves qui étaient posées à l'opposition ne le sont plus. Donc, on peut ensemble faire quelque chose. Vous l'avez dit, tout ou rien, ça c'est dit en théologie musulmane. Ce qu'on ne peut pas atteindre en intégralité, on ne le laisse pas totalement également. On prend ce qu'on peut avoir. Gourmaud, professeur? Non, moi d'abord je vous remercie pour cette, c'est à nous de vous remercier. Pour cette invitation, c'est un honneur pour ce débat très convivial. Et, je pense que la conclusion d'abord, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans un climat que nous n'avons pas vécu depuis très longtemps dans ce pays. Et même, il y a des aspects qui sont absolument sans précédent. Je parle en particulier de la mise sur pied, par exemple, de la commission parlementaire. Dans l'histoire de la Mauritanie, cela ne s'est jamais fait. Les conditions dans lesquelles cette commission a travaillé, les résultats qui ont été présentés à tout le monde, et les conclusions qui pourraient déboucher sur quelque chose, ça, c'est sans précédent. Cela n'a pas pu être fait si, effectivement, puisqu'on est dans un régime présidentialiste, si le chef de l'État n'avait pas au moins donné son feu vert. Merci de le dire. Et s'il n'avait pas au moins eu ce qu'on peut appeler une neutralité positive vis-à-vis de ça. S'il n'avait pas voulu que ça se fasse, ça ne se ferait pas, c'est évident. Il n'est pas l'initiateur de ce qui s'est passé, mais il est clairement dans une position de convergence avec ce qui a été fait au Parlement. Et ça, c'est très important de le dire. Donc, de ce point de vue-là, la décrispation, effectivement, on connaît son origine, ça vient du chef de l'État. Ses conséquences, sa première répercussion, c'est le travail en commun que toute la classe politique a eu à faire au niveau du Parlement. Et ses perspectives probables, c'est que ça peut déboucher sur un climat de concertation. Je dis un climat de concertation pour ne pas dire plus. Maintenant, je suis en plus très content de voir qu'une proposition qui pourrait aller dans le sens d'initier des coopérations pratiques sur des sujets donnés puisse être acceptée de part et d'autre. Voilà. Comme avec la CEP. Quelquefois, la forme, ça peut être la forme parlementaire, la commission d'enquête. Ça peut être une forme institutionnelle, par exemple, à travers la création d'un observatoire ou des observatoires. En tout cas, j'ai constaté une excellente bonne volonté ici
qui s'est traduit dans ce, comment on appelle ça, Plateau. dans ce plateau, qui traduit peut-être aussi et témoigne de ce que nous étions en train de dire. Enfin, je termine en disant qu'il faut aussi que nous nous rendions compte que nous sommes toujours dans une situation d'exception. Covid-19 est toujours là. Voilà. Et la crise est terrifiante. Ce n'est pas une crise de notre pays, c'est une crise mondiale. De l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer demain? Personne ne peut le savoir. Le danger est que cela déborde et cela échappe à tout le monde. Et ça rend encore plus nécessaire que l'on collabore pour ensemble faire face à certains défis. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui va bien au-delà des positionnements politiques, bien au-delà des frontières politiques. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres, nous allons perdre nos statuts respectifs. L'opposition reste son opposition, la majorité reste dans son rôle, mais on essaie de trouver des ponts pour qu'ensemble, sur certains sujets donnés, on puisse faire profiter cette dynamique à notre peuple. Parce qu'au fond, et je termine sur ça, l'enjeu fondamental, c'est qu'en tirera comme bénéfice le peuple mauritanien. La Mauritanie. Dans sa diversité. Est-ce que cela renforce l'unité nationale? Est-ce que ça renforce la cohésion sociale? Est-ce que ça aide à nourrir les Mauritaniens et à les faire sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent? Est-ce que ça aide à préserver nos richesses et nos ressources? Est-ce que ça prépare l'avenir à travers l'éducation? Voilà les questions centrales autour desquelles on va demander. Moi, je vais conclure en disant que je souhaite que la seconde année, la troisième et la quatrième qui la suivront soient comme la première année. Une année de dialogue, une année de maturité, une année de labeur, une année de travail, une année de résultats, comme l'a été la première année. Mais je souhaite aussi qu'on ne se limite pas seulement à la riposte par rapport à la pandémie. Je souhaite qu'on commence à analyser les conséquences de la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs qui sont définitivement morts. Des secteurs, par exemple, comme le secteur du tourisme, des petits métiers, tout ça. Donc. Et je voudrais aussi qu'on tire les enseignements de la pandémie en s'orientant davantage vers des secteurs de résilience. Il faut investir davantage dans l'agriculture, dans la pêche et dans l'élevage, parce que ça, ce sont nos ressources à nous. On ne les importe pas, ils peuvent nous garantir l'autosuffisance alimentaire. Et deuxièmement, il faut aussi renforcer les capacités opérationnelles de notre armée nationale, parce que nous sommes dans une zone trouble. Apparemment, le champ de bataille se déplace de la zone des 3 frontières vers l'ouest du Mali, qui n'est pas très loin de nos frontières. Donc nous avons la menace terroriste aux portes. C'est l'occasion pour qu'il y ait assertion nationale. C'est l'occasion pour renforcer la cohésion du front intérieur face aux menaces extérieures. Et nous avons aussi évidemment des changements climatiques. Nous avons eu des signes annonciateurs l'année dernière avec des inondations, avec des pluies de 200 mm. Ce n'était pas connu. Et nous allons cette année aussi affronter un hivernage apparemment pluvieux. Je voudrais aussi être sûr que les dispositions sont prises. Déjà, je suis rassuré avec la mise en place des équipes mobiles, des postes mobiles de surveillance sur la route de l'Espoir. Je suis aussi un peu très content de certaines dispositions prises, notamment la gratuité des soins pour les indigents. Mais je voudrais qu'on tire les enseignements, on tire les leçons pour envisager l'avenir d'une manière sereine et pour pouvoir continuer l'élan qui a été entamé en 2019. Ce sera donc le mot de la fin, renforcer le front intérieur, tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Je rappelle aux téléspectateurs que j'avais comme invité M. Ali Oudrissé, qui est membre du bureau exécutif de l'Union pour la République chargé de la communication. Merci d'avoir été notre professeur. J'avais également le professeur Gourma Abdoul, premier vice-président de l'Union de Force du Progrès, avocat. Merci Gourma d'avoir répondu à mon invitation et mon confrère de Céline Sara. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous retrouverai la semaine prochaine, Inch'Allah, ici avec un autre Zoom sur. D'ici là, passez une excellente soirée et bonne continuation sur les programmes de Mauritanie.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حالة الطقس المتوقعة لنهار الغد بحول الله تعالى ستتأرجح الجبهة المدارية في جزئها الغربي ما بين جنوب الطرابز وشمال نواكشوط، بينما سيمر جانبها الشرقي شمال الحوضين. هذه الوضعية ستؤدي إلى هبوب جيد للرياح الموسمية على الشريط الجنوبي من البلاد، واحتمال لتكون سحب ركامية على هذه المناطق، بينما ستزداد سرعة الرياح القادمة من شمال غرب وجنوب غرب البلاد. هذه الرياح ستؤدي إلى تدني الرؤية بفعل الغبار والأتربة على المناطق الجنوبية الغربية. أما درجات الحرارة فستكون منخفضة نسبيا على المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى، وستبقى في حدود أوائل الأربعينيات على المناطق الشمالية، وكذلك ستكون منخفضة على المناطق الساحلية بما فيها مدينة نواكشوط. سحب ركامية متوقعة من المحتمل أن تعطي تساقطات مطرية ما بين معتدلة إلى قوية على الحوضين العصابة قدما قرقل والترارزة بما فيها مدينة نواكشوط. أما بالنسبة لحالة البحر فسيبقى قليل الاضطراب قبالة السواحل الوطنية، مع اتجاه الموج شمالي إلى شمالي غربي، ارتفاعه سيتراوح من 1.25 إلى 2.5 متر. وللتوضيح لهذه الحالة نترككم مع درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة لنهار الغد بحول الله تعالى. شكرا على المتابعة، وإلى نشرة قادمة بإذن الله تعالى من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحشر، من هو ياقوتة عيون والناس كالحشر، والناس كالحشر، بنو ياقوتة والناس كالحشر، ياقوتة والناس
كالحجر من هو ياقوتة والناس والناس كالحجر ألا كلام لا كلام لا 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 كلام لا كلام شفيعية خيامة أنا كلام شفيعية وظل خيامة أيوة يا ربي ربحني جلبي يا ربي ربحني جلبي تليتان ويوق اللام عند بليل نجيم الدار بين الله
بلدية تيكان بولاية ترابزا تحتضن انطلاق الفعاليات المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة